Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Le 20 novembre 2021, Leslie Reeves et Chris Smith ont fait connaissance dans un bar où Chris se produisait en tant que chanteur principal d'un groupe musical. Une rencontre presque ordinaire, sauf que celle-ci allait rapidement prendre une tournure particulière. Chris, avec son charme de rocker local, a proposé à Leslie de se revoir dans ce même bar pour un moment qu'il a qualifié de simple dîner. Mais soyons honnêtes, son intérêt pour Leslie allait bien au-delà d'un simple repas. L'attirance était palpable, réciproque, et dès le départ, une alchimie évidente s'est installée entre eux. Le 24 novembre, veille de Thanksgiving, ils se sont retrouvés à nouveau dans ce bar, devenu leur petit repère. Ce soir-là, l'ambiance était électrique, le bar rempli à craquer. Heureusement, le couple avait réservé une table. Ceux qui étaient présents se souviennent encore d'eux comme d'un duo inséparable, riant aux éclats et discutant avec une complicité évidente. Aucun nuage à l'horizon. Leslie, enthousiaste, envoyait même des messages à ses amis pour leur donner des nouvelles. Elle décrivait cette soirée comme prometteuse et pleine de joie. Tout semblait parfait, presque trop beau pour être vrai. Après cette soirée agréable, Leslie a accepté de suivre Chris chez lui, un choix audacieux, surtout pour une femme seule. Mais Chris lui avait fait une excellente impression. Et puis, Leslie n'était pas du genre à se laisser intimider. Maîtrisant les techniques d'autodéfense, elle se sentait capable de gérer n'importe quelle situation. Chris habitait dans une ferme à environ 100 km du bar, dans la petite ville de Farmersville, dans l'Illinois. Mais à 22 heures, l'atmosphère a soudainement changé. Une amie de Leslie a reçu un message inquiétant de sa part. Quelque chose ne va pas, pas de détails, pas d'explications supplémentaires. Malheureusement, cette amie, déjà endormie, n'a pas vu le message avant le lendemain matin. Ce texte allait être le dernier envoyé par Leslie Reeves. Au réveil, cette amie, que nous appellerons Nanette, a immédiatement voulu savoir comment s'était déroulée la soirée avec ce nouvel homme. En lisant ce message troublant, un frisson glacé lui a parcouru l'échine. Elle a tenté de joindre Leslie à plusieurs reprises, mais son téléphone est resté désespérément silencieux. L'inquiétude a laissé place à une angoisse sourde. Heureusement, Leslie avait eu la prudence de partager l'adresse de Chris avec elle. Déterminée à comprendre ce qui se passait, Nanette s'est mise en route pour Farmersville. Pendant le trajet, qui durait plus d'1 heure, Nanette a alerté la police, pressentant que quelque chose de grave était arrivé. En arrivant près de la ferme, une vision étrange l'a accueillie. Un autre véhicule était garé près de la maison. Il appartenait à Jeff, un ami de Chris, lui aussi inquiet de ne pas avoir de nouvelles du chanteur. Ensemble, ils ont décidé d'inspecter les lieux. En contournant la maison, Nanette a remarqué des détails troublants. Une porte arrière forcée, une fenêtre brisée. Le genre de signe qui annonce une scène que l'on ne veut jamais découvrir. En jetant un coup d'œil à travers une fenêtre, leurs craintes se sont confirmées. Une jambe humaine, inerte, dépassait, reposant dans une position anormale. Elle baignait dans une flaque sombre, sinistrement rouge. Le silence autour d'eux n'était plus qu'un cri étouffé de terreur. Jeff, pris de panique et d'un profond sentiment d'urgence, s'est précipité vers sa voiture pour appeler les secours. D'une voix tremblante mais précise, il a décrit la situation, insistant sur la nécessité d'une intervention rapide. Selon lui, tout indiquait qu'un corps se trouvait dans la maison. Mais il était loin d'imaginer que l'horreur, déjà palpable, n'était qu'un avant-goût de ce qui les attendait. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, la scène a pris une dimension encore plus tragique. Les secours ont évacué Chris en premier. À la surprise générale, il montrait encore des signes de vie, bien qu'à peine perceptibles. Son corps était couvert de sang, sa respiration laborieuse, et son état critique laissait peu d'espoir aux médecins présents. Les secondes semblaient interminables, et chaque battement de son cœur ressemblait à une lutte acharnée contre l'inéluctable. Puis ils ont sorti le corps de Leslie Reeves. Âgée de 45 ans, elle n'avait malheureusement pas survécu. La balle qu'elle avait reçue à la tête avait été fatale. L'annonce de sa mort a été un coup de massue pour Nanette.
toujours assise dans sa voiture devant la maison. La réalité, brutale, ne faisait que s'imposer davantage à mesure que les événements se déroulaient. Les habitants de Farmersville, une petite communauté paisible, étaient en état de choc. Chris, une figure locale adorée, chanteur principal d'un groupe musical, se retrouvait au centre d'une tragédie aussi macabre qu'incompréhensible. Pendant ce temps, les experts en criminalistique et les adjoints du shérif ont commencé à scruter la scène de crime, méticuleux et déterminés à trouver des réponses. Nanette, quant à elle, était dans un état de désarroi total. Assise, immobile, le regard figé sur la maison, elle attendait des nouvelles, des explications, quelque chose qui pourrait éclaircir l'impensable. Finalement, rassemblant tout son courage, elle s'est approchée des policiers. Elle leur a expliqué que Leslie avait rendez-vous avec un homme nommé Chris la veille de Thanksgiving. En entendant son récit, un policier lui a demandé une photo de son ami. Nanette, hésitante, a sorti son téléphone et montré une image de Leslie, un sourire radieux illuminant son visage. Mais ce sourire appartenait désormais au passé. Le policier, avec un regard grave, lui a annoncé la terrible nouvelle. Leslie était morte, tuée par balle. Un frisson glacé a parcouru Nanette. Les mots résonnaient dans sa tête, brisant ses pensées comme des éclats de verre. Pendant ce temps, Chris, transporté d'urgence au centre médical, subissait une intervention chirurgicale. Les médecins ont réussi à stabiliser son état, bien qu'il restait critique. À peine sorti de l'opération, son sort semblait toujours incertain, suspendu à un fil. Les enquêteurs, de leur côté, ne perdaient pas une seconde. Ils ont fouillé chaque recoin de la maison, le véhicule et même les affaires personnelles des victimes, cherchant le moindre indice. La scène à l'intérieur de la maison ressemblait à un champ de bataille. Des objets cassés, des meubles renversés, une porte fracturée et un réfrigérateur renversé et criblé de balles. Même la table de la cuisine n'avait pas été épargnée, renversée avec ses chaises. Chaque détail racontait une histoire de chaos et de violence. Les premières hypothèses des enquêteurs ont pointé vers Chris, le seul survivant. Était-il l'agresseur ayant attaqué Leslie dans une crise de rage? La scène semblait le suggérer. Mais une pièce essentielle manquait au puzzle. Aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux. Pas la moindre trace. Et plus troublante encore, ni Chris ni Leslie ne possédaient d'armes. Cette absence a balayé l'hypothèse initiale d'un acte impulsif de Chris. Peu à peu, un nouveau scénario s'est dessiné. Une tierce personne, un agresseur extérieur, avait fait irruption dans la maison. Et cet agresseur était reparti avec l'arme, laissant derrière lui un mystère glaçant. L'affaire venait de prendre une tournure inattendue, et les enquêteurs se retrouvaient face à une énigme bien plus complexe que prévu. Dans la maison, un détail poignant a retenu l'attention des enquêteurs. Une pizza brûlée, abandonnée dans le four. Cette découverte anodine, en apparence, a révélé une scène tragiquement ordinaire. Le couple, sans doute affamé après leur soirée, avait prévu de se préparer un repas rapide. Mais la banalité de ce moment a été brutalement interrompue. Les indices ne laissaient aucun doute. Un agresseur avait fait irruption dans la maison. Par la porte arrière fracturée, peut-être. Tout indiquait qu'une lutte désespérée s'était engagée. Chris a été la première cible. Une hypothèse cruelle, mais cohérente avec les traces retrouvées. Leslie, courageuse et déterminée, avait tenté de se défendre. Le chaos autour d'elle en témoignait. Des meubles renversés, des éclats de verre, tout montrait qu'elle n'avait pas cédé sans résistance. Pourtant, son combat s'est terminé en une fraction de seconde. Une seule balle, directement à la tête, une blessure fatale, instantanée. Chris, gravement blessé, avait vraisemblablement perdu connaissance après l'attaque. Étrangement, l'agresseur n'avait pas cherché à l'achever. Pourquoi? Peut-être que Chris n'était pas la cible principale. Peut-être qu'il avait essayé, en vain, de protéger Leslie. La scène de crime était un véritable tableau de l'horreur. Le sol de la cuisine et du salon portait les stigmates de cette nuit sanglante. 2 douilles argentées de 9 mm ont été retrouvées, l'une près de Chris, dans la cuisine, et l'autre près de Leslie, dans le salon. Les enquêteurs, méticuleux, ont commencé à reconstituer le puzzle, cherchant à comprendre le passé des 2 victimes, dans l'espoir d'y trouver des réponses. Chris Smith, 48 ans, était tout sauf un criminel. Un homme charmant, divorcé depuis moins d'1 an, père aimant d'une fille qu'il accueillait régulièrement chez lui le week-end. Entrepreneur dans la construction de piscines,
Il partageait son temps entre son métier et son groupe de musique. Une figure respectée de Farmersville, connue pour sa gentillesse et son éthique de travail irréprochable. Son casier judiciaire était vierge, sans la moindre ombre au tableau. Chris vivait seul dans une grande maison, mais il n'était pas isolé. Sa famille proche, sa mère Sharon et sa sœur Ashley, habitaient une ville voisine. Elle le décrivait comme un bourreau de travail, dévoué à son métier et à ses passions. À ses côtés, son fidèle compagnon à quatre pattes, Tiki. Ce chien, au-delà de l'affection qu'il portait à son maître, a joué un rôle inattendu cette nuit-là. Pendant 12 longues heures, Chris, gravement blessé, avait agonisé sur le sol de sa maison, et Tiki, héroïque, était resté à ses côtés. Selon les médecins, le contact de son corps aurait permis de ralentir l'hémorragie, offrant à Chris une infime chance de survie. Une histoire d'amour et de fidélité qui émeut autant qu'elle bouleverse. Leslie, quant à elle, était une femme remarquable. Âgée de 45 ans, divorcée et mère de 2 enfants, elle vivait à environ 1 heure au sud de Farmersville. Diplômée d'un master en ingénierie, Leslie avait choisi une voie bien différente, celle d'aider les autres. Coach en autodéfense pour femmes, elle s'était engagée corps et âme à enseigner aux victimes de violences comment se défendre, comment retrouver leur force. Sa chaîne personnelle, où elle partageait son expertise, témoignait de cette mission. Active, positive, Leslie était un modèle pour beaucoup. Et pourtant, ses compétences en autodéfense n'ont pas suffi face à une arme à feu. Les enquêteurs, en quête de réponse, ont trouvé en Nanette, l'amie proche de Leslie, une alliée précieuse. Nanette connaissait Leslie mieux que quiconque, et lorsque les policiers lui ont demandé si quelqu'un, dans la vie de Leslie, aurait pu lui vouloir du mal, une seule personne lui est venue à l'esprit. Une seule. Quelqu'un dont le comportement, inquiétant et inapproprié, avait déjà attiré l'attention de Leslie. Cette piste, fine mais prometteuse, allait bientôt permettre de lever le voile sur ce mystère glaçant. L'ex-petit ami de Leslie, un certain Robert Tarr, semblait sortir tout droit d'un manuel sur les comportements toxiques. Peu avant le drame, Leslie avait mis fin à leur relation, une décision que Robert n'avait visiblement pas digérée. Son comportement avait rapidement dérapé, prenant la forme d'un véritable harcèlement. Messages incessants, appels à toute heure. Leslie, excédée, avait dû le bloquer sur tous les supports possibles. Email, SMS, appels. Mais Robert, incapable d'accepter ce rejet, avait continué de s'accrocher, tel un naufragé à une bouée inexistante. La situation devenait invivable, chaque jour un peu plus oppressante. Lorsque la terrible nouvelle de la mort de Leslie a secoué la région, les regards se sont immédiatement tournés vers Robert. Amy, une autre amie proche de Leslie, n'a pas mâché ses mots. Pour elle, Robert était le coupable idéal. Il est le seul capable de faire une chose pareille, avait-elle confié à la police. Cet appel d'Amy n'a fait que renforcer les soupçons déjà existants. Robert Tarr, ce nom revenait sur toutes les lèvres. Un portrait de plus en plus inquiétant se dessinait. Pendant ce temps, Chris Smith, entre la vie et la mort, luttait à l'hôpital. Une radiographie a révélé une vérité glaçante. La balle qui l'avait frappé était restée coincée dans son cerveau, logée entre les 2 hémisphères. Les médecins ont expliqué qu'un déplacement de seulement 2 mm aurait suffi pour lui être fatal. Une chance, si on peut appeler ça ainsi. La famille de Chris, informée de son état critique, s'est précipitée à son chevet. Sa mère et ses sœurs ont affronté 2 longues heures de route, l'angoisse collée à leur cœur. La découverte de cette rencontre récente avec Leslie les a surprises. À peine savaient-elles qu'elle existait. Pendant ce temps, une véritable course contre la montre s'engageait au bloc opératoire. Les chirurgiens redoublaient d'efforts pour sauver Chris. Ils ont dû retirer une partie de son crâne pour accéder aux tissus cérébraux, extraire plusieurs fragments d'os et limiter les dégâts. Mais retirer la balle, trop risqué, ont-ils jugé. Chris a alors été plongé dans un coma artificiel, une tentative désespérée pour stabiliser son état. Face à ces drames humains, les enquêteurs ont intensifié leurs recherches sur Robert Tarr. Cet homme, père divorcé de 3 enfants, habitait à Collinsville, à 1 heure de route au sud de Farmersville. Grâce aux informations précieuses de Nanette, les policiers ont pu le localiser. Contre toute attente, Robert n'a pas opposé de résistance. Il n'a même pas demandé pourquoi on s'intéressait à lui.
Avec une froideur déconcertante, il a accepté de se rendre au commissariat, sans avocat, sans protester. Lors des premiers interrogatoires, Robert a tenu à maintenir une illusion d'innocence. Il a nié les déclarations de Nanette, affirmant que Leslie et lui étaient toujours en couple. Certes, leur relation connaissait, selon ses dires, une période difficile, un doux euphémisme vu la situation. Mais il a juré n'avoir aucun lien avec le meurtre. Jamais il n'aurait mis les pieds à Farmersville. Il prétendait ne pas connaître Chris Smith et ignorait tout de cette affaire, une défense presque trop bien rodée pour être honnête. Les détectives ont alors exigé qu'il fournisse un alibi pour la nuit fatidique. Robert, sûr de lui, a expliqué avoir passé une grande partie de la journée avec un ami jusqu'à 18h30, avant de rentrer chez lui pour s'occuper de sa fille. Une histoire apparemment banale, sauf que cette version regorgeait de zones d'ombre, des incohérences flagrantes, des moments flous, et surtout, aucun témoin capable de confirmer sa présence à des instants clés. Robert, déjà acculé, voyait son récit s'effilocher comme une corde trop usée. Les enquêteurs savaient qu'ils tenaient une piste, mais ils avaient besoin de plus, beaucoup plus. L'attaque ayant eu lieu après 1h du matin, Robert Tarr a tenté de se forger un alibi en affirmant qu'il était rentré bien avant cet horaire fatidique. Pour appuyer ses dires, sa fille de 17 ans, Shelby, a été appelée à témoigner. Elle a partiellement confirmé l'histoire de son père, déclarant qu'il était rentré à 18h30, mais qu'il était ensuite reparti, avant de revenir vers 21h. Un détail troublant, toutefois, a attiré l'attention des enquêteurs. Shelby a décrit son père comme très ému ce soir-là, les larmes aux yeux, affirmant qu'il regrettait Leslie. À l'époque, Shelby avait pensé qu'il s'agissait simplement d'un coup de blues lié à leur rupture, mais rétrospectivement, cette réaction semblait beaucoup plus suspecte. Ces révélations ont renforcé les soupçons. Les enquêteurs ont commencé à envisager que Robert avait suivi Leslie ce soir-là. En découvrant qu'elle était avec Chris, sa jalousie et sa colère auraient éclaté. Shelby a ajouté que son père était resté avec elle jusqu'à ce qu'elle aille se coucher vers 22h. Mais rien ne prouvait qu'il n'avait pas quitté la maison après cela. Les zones d'ombre dans son alibi, combinées à son comportement étrange, ont poussé les détectives à le désigner comme le principal suspect. Et puis il y a eu ce détail glaçant. Aux alentours de 2h45 du matin, Shelby s'était réveillée. Elle avait entendu du bruit. Son père, incapable de rester en place, allait et venait dans la maison. Il semblait agité, presque frénétique. Il avait même lancé une machine pour laver des vêtements au beau milieu de la nuit. Il répétait qu'il n'arrivait pas à dormir, mais son comportement ne trompait personne. Shelby, bien qu'encore jeune, avait trouvé tout cela étrange, et franchement suspect. Les enquêteurs, attentifs à chaque détail, ont rapidement relevé des incohérences dans les témoignages de Robert et Shelby. Mais ce n'était pas tout. Shelby a également révélé que son père possédait une arme à feu. Lorsqu'ils ont fouillé la maison, les policiers ont effectivement trouvé un pistolet. Mais un élément intriguant a surgi. Selon Shelby, ce n'était pas l'arme habituelle de son père. Elle a mentionné avoir vu la veille du drame un petit pistolet inconnu dans le placard à linge. Or, l'arme retrouvée par les enquêteurs était un Glock, un modèle totalement différent. C'était loin d'être la seule pièce du puzzle qui ne collait pas. Les déplacements de Robert faisaient eux aussi l'objet d'une enquête minutieuse. Et là, les preuves ont commencé à parler. Les détectives ont découvert que Robert s'était arrêté pour faire le plein dans une station-service près de Farmersville, environ 15 à 20 minutes avant l'heure estimée des meurtres. Le ticket de caisse et les images des caméras de surveillance étaient accablants. Ces enregistrements montraient également Robert à plusieurs endroits sur la route menant à Farmersville. Une contradiction directe avec ses déclarations. Il avait juré ne jamais avoir entendu parler de cette ville, encore moins s'y être rendu. Confronté à ces éléments, Robert a été arrêté pour fausse déclaration. Une décision stratégique permettant de le maintenir en détention immédiate et de prévenir toute tentative de fuite. Cette arrestation a offert un moment de répit à la famille de Chris, jusque-là terrifiée à l'idée que l'agresseur puisse revenir pour terminer le travail. En moins de 24 heures, les preuves s'étaient accumulées, dessinant un portrait accablant de Robert Tarr. Bien que la plupart des indices restaient indirects, les enquêteurs étaient convaincus d'avoir arrêté le bon suspect. Mais tout le monde ne partageait pas cet avis. L'avocat de Robert a pris la parole publiquement,
clamant haut et fort que son client était innocent. Selon lui, il n'existait aucune preuve directe reliant Robert au crime. Une défense prévisible, mais qui ne faisait pas taire les proches de Leslie. Amy, son amie, n'a pas hésité à exprimer son mépris pour Robert, le qualifiant d'effrayant, d'agressif et d'instable. Elle a décrit comment, après leur rupture, ils refusaient de tourner la page, continuant à agir comme s'ils étaient toujours ensemble. Robert était devenu un harceleur intrusif et incapable d'accepter la réalité. Pourtant, dans un élan désespéré, Robert a tenté de réécrire l'histoire. Peu à peu, son récit a changé. Il a fini par admettre que Leslie l'avait soi-disant appelé ce soir-là pour lui demander de la déposer chez un ami à Farmersville. Il a affirmé l'avoir conduite chez Chris vers 19h30 avant de repartir chez lui. Selon lui, il n'avait tiré sur personne et n'avait aucun lien avec les meurtres. Il a justifié ses mensonges initiaux par sa peur d'être accusé à tort, une excuse bien mince face aux montagnes de contradictions et d'incohérences qui l'entouraient. Mais pour les enquêteurs, une chose était claire. Robert Tarr n'était pas simplement un homme brisé par une rupture, il était bien plus sombre que cela. Les explications de Robert Tarr, déjà bancales, continuaient de s'effondrer sous le poids de leurs propres contradictions. Shelby, sa fille, qui avait décrit Leslie comme une femme chaleureuse et agréable, n'a jamais corroboré les tensions évoquées par son père. Plus Robert mentait, plus son récit devenait invraisemblable. Pourtant, son avocat ne baissait pas les bras. Il s'acharnait à contester les conclusions de la police, arguant qu'aucune preuve matérielle directe ne liait Robert au crime. Et c'était vrai. Aucune trace de sang, de verre brisé ou d'ADN des victimes n'avait été trouvée dans la voiture de Robert ou sur les lieux. Ces absences étaient un pilier central de la défense. Mais les enquêteurs savaient qu'une pièce clé manquait au puzzle, l'arme du crime. Une analyse balistique, couplée aux munitions retrouvées sur les lieux, aurait pu établir un lien indiscutable entre Robert et les meurtres. Malgré des fouilles acharnées, l'arme restait introuvable, rendant le travail des policiers encore plus difficile. C'est alors qu'un rebondissement inattendu a tout changé. Quelques jours plus tard, des membres de la famille de Robert Tarr se sont rendus au poste de police avec une découverte qui allait faire basculer l'enquête. La fille de Robert avait retrouvé dans la cour arrière de la maison un Springfield Hellcat, un pistolet de calibre 9 mm, soigneusement emballé dans un sac zippé en plastique épais. Les munitions retrouvées correspondaient à celles utilisées lors de l'attaque. Shelby, qui connaissait bien cette arme, l'a immédiatement identifiée. Robert, manifestement prévoyant, avait protégé le pistolet des intempéries, probablement dans l'intention de le récupérer plus tard. Mais sa prudence avait des failles. Les enquêteurs ont relevé de nombreuses empreintes digitales de Robert sur le sac plastique. Cette découverte était un tournant décisif. Et pourtant, malgré l'évidence qui s'accumulait, Robert s'est accroché à ses dénégations. Il a tenté une défense désespérée. Certes, ses empreintes étaient sur le sac, mais pas sur l'arme elle-même. Un détail qui, selon lui, prouvait son innocence. Mais ce que Robert n'avait pas anticipé, c'est que même le nettoyage méticuleux du pistolet ne pouvait effacer toutes les traces. Une analyse approfondie a révélé des micro-gouttes de sang sur l'arme, appartenant à Leslie. Une preuve qui parlait plus fort que n'importe quelle excuse. Aussi acculé soit-il, Robert a changé de version une fois de plus. Cette fois, il a affirmé que l'arme appartenait à Leslie. Selon lui, elle lui aurait demandé de la cacher sans donner d'explication. Les traces d'ADN? Rien de plus naturel, disait-il. Leslie aurait manipulé l'arme lors de séances de tir, une tentative pitoyable, vite balayée. L'instructeur de tir de Leslie, un ami proche, a catégoriquement démenti cette affirmation. Il a assuré que Leslie n'avait jamais possédé une telle arme. Il a même ajouté que si elle avait été armée ce soir-là, elle aurait sans doute pu se défendre et empêcher l'agresseur de quitter les lieux vivants. Des mots glaçants, mais révélateurs. Pourtant, malgré cette avalanche de preuves, Robert persistait à nier toute implication. Sa défense, de plus en plus fragile, devenait presque pathétique, mais son obstination compliquait encore le travail des procureurs. Tout espoir reposait désormais sur un témoin clé, Chris Smith. Le seul survivant de cette attaque brutale détenait probablement les réponses que tout le monde attendait. Mais Chris se trouvait toujours dans un état critique, maintenu en coma artificiel. Ses médecins n'observaient des signes encourageants,
mais il était encore trop tôt pour prédire son rétablissement. Les conséquences à long terme restaient incertaines. Pendant ce temps, la famille de Chris ne le quittait pas. Jour après jour, sa mère et ses sœurs veillaient à son chevet, lui parlant, lui chantant des chansons, convaincus qu'il pouvait les entendre, même plongé dans son coma. Leur amour et leur espoir étaient inébranlables, et tandis qu'ils attendaient son réveil, les enquêteurs continuaient de rassembler les pièces du puzzle, déterminés à obtenir justice pour Leslie et Chris. Le temps jouait contre eux, mais l'affaire avançait portée par un mélange de détermination et de ténacité. Pendant ce temps, une déclaration aussi surprenante qu'inquiétante a fait surface. Un codétenu de Robert Tarr a contacté la police avec une révélation troublante. Selon lui, Robert avait tenté de l'embaucher comme tueur à gages. Le plan était simple mais terrifiant. Robert aurait proposé 110 000 $ pour éliminer 2 cibles, Chris Smith, le seul survivant de son attaque, et le procureur en charge de son affaire. Le codétenu a même affirmé que Robert avait versé un acompte de 10 000 $ pour lancer ce plan sordide. Une révélation qui a immédiatement conduit à un renforcement de la sécurité autour de Chris à l'hôpital. Mais malgré l'ombre sinistre de cette accusation, les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve tangible qu'un tel plan avait été réellement préparé. Pas de transfert d'argent suspect, pas de matériel compromettant. Robert, fidèle à lui-même, a nié catégoriquement. Il a affirmé que les 10 000 $ servaient simplement à aider une connaissance à payer une caution. Mais sérieusement, qui confierait une telle somme à un inconnu, surtout dans ces circonstances? Une explication qui tenait difficilement debout, ajoutant un poids supplémentaire aux charges pesant contre lui. Alors que l'enquête piétinait sur ce front, une lueur d'espoir est apparue. Début janvier 2022, environ 2 mois après l'attaque, Chris Smith a ouvert les yeux. Pour ses proches, ce fut un soulagement indescriptible, un miracle dans ce cauchemar interminable. Mais la joie a vite été tempérée par la réalité. Chris avait un long chemin à parcourir pour retrouver un semblant de vie normale. Il devait tout réapprendre. Marcher, parler, manger. Chaque mouvement, chaque mot était une lutte. Et le plus tragique, ses souvenirs étaient en lambeaux. Il souffrait de pertes de mémoire graves, surtout concernant la nuit de l'attaque. Il ne se souvenait ni de Leslie, ni des événements qui avaient failli lui coûter la vie. La balle toujours logée dans son cerveau représentait un danger constant. Les médecins, impuissants, ont conclu qu'elle ne pourrait jamais être retirée sans risquer de graves séquelles. Cette blessure, Chris devrait vivre avec jusqu'à la fin de ses jours. Alors que Chris poursuivait son combat contre ses défaillances mémorielles, l'affaire continuait à avancer. Le procès de Robert Tarr, attendu comme un moment décisif, a été fixé à avril 2024. Lorsqu'il a enfin commencé, le procureur n'a pas mâché ses mots. Sa théorie? Robert avait suivi Leslie ce soir-là avec une intention claire et meurtrière. Dévoré par la jalousie et incapable d'accepter leur rupture, il avait choisi de détruire ce qu'il ne pouvait posséder. Les preuves étaient accablantes. Parmi elles, des échanges de messages entre Robert et son meilleur ami ont révélé toute la profondeur de sa frustration et de sa colère envers Leslie. Le soir du drame, il s'était plaint à cet ami, convaincu que Leslie le trahissait. Il avait écrit qu'elle était la seule femme qui le satisfaisait au lit et qu'il ne pouvait pas tolérer qu'un autre homme prenne sa place. Ces mots, lourds de possessivité et de rage, peignaient un portrait inquiétant d'un homme incapable de lâcher prise. Jusqu'au bout, Robert avait refusé d'accepter la fin de leur relation, s'accrochant à l'idée qu'ils étaient toujours ensemble. Mais lorsque Robert avait appris que Leslie voyait Chris et avait passé la soirée avec lui, la rage avait pris le dessus. Selon le procureur, il n'avait pas hésité. Il était rentré chez lui, avait pris son arme et s'était dirigé vers Farmersville, déterminé à confronter le couple. Sur place, il s'était introduit dans la maison de Chris par la porte arrière, forçant l'entrée. Ce qui a suivi a été une explosion de violence. Un affrontement avait éclaté et les victimes avaient tenté désespérément de se protéger. Les meubles renversés, une fenêtre brisée et même un réfrigérateur couché sur le sol témoignaient de leur lutte acharnée. Chris, dans un dernier acte de courage, avait essayé de défendre Leslie, mais il avait été abattu d'une balle, laissant Leslie seule face à l'agresseur. Elle avait été tuée à son tour, d'une balle unique et fatale. Au cours du procès, la chronologie des événements a été exposée avec une précision glaçante.
Les détails brutaux, les preuves matérielles et surtout les messages de Robert ont laissé peu de place au doute. Pourtant, l'absence de souvenirs clairs chez Chris représentait un défi majeur pour l'accusation. Mais malgré cela, les preuves circonstancielles et matérielles pointaient toutes vers un coupable évident, Robert Tarr. Et comme toujours, le monstre de l'histoire continuait de nier. Mais les faits, eux, ne mentent jamais. L'avocat de Robert Tarr a contesté l'affaire en dénonçant un manque de preuves directes et en accusant les enquêteurs de partialité, affirmant qu'ils avaient tout fait pour incriminer Robert. Aucune empreinte, fibre ou trace n'a été retrouvée sur la scène du crime, et Chris, toujours amnésique, a refusé de témoigner ou d'assister au procès. L'accusation reposait principalement sur l'arme retrouvée sur la propriété de Robert, confirmée par l'analyse balistique comme celle utilisée pour tuer Leslie et blesser Chris. Bien que cette arme ait été cachée par Robert, il a refusé de témoigner et la défense n'a présenté aucun témoin, ce qui a affaibli sa position. Après des jours de procès, le jury s'est retiré pour délibérer. 3 heures. C'est tout ce qu'il leur a fallu pour rendre un verdict unanime. Coupable. Robert Tarr a été reconnu coupable de meurtre au 1er degré et de tentative de meurtre au 1er degré. Sa sentence, 85 ans de prison, avec une possibilité de libération conditionnelle après 72 ans. Autant dire qu'il passerait le reste de sa vie en cellule. À l'annonce du verdict, Chris, malgré ses blessures physiques et émotionnelles, a fait son entrée dans la salle d'audience. Son discours, chargé d'une émotion palpable, a été un moment fort. Il a raconté à quel point cette tragédie avait détruit sa vie et celle de ses proches. Chris, âgé de 49 ans, n'était plus l'homme qu'il était avant cette nuit fatidique. Il avait dû renoncer à sa carrière dans la construction de piscines, une profession qu'il adorait. Pendant son hospitalisation, sa maison avait été entièrement pillée jusqu'à sa piscine, qui avait été volée. Une fois sorti de l'hôpital, il n'avait eu d'autre choix que de vendre sa propriété aux enchères. Aujourd'hui, ce terrain, autrefois sa maison, n'est plus qu'un espace vide, témoin silencieux de sa perte. Malgré tout, Chris n'a pas baissé les bras. Entouré de sa famille et de ses proches, il s'est battu pour retrouver une certaine autonomie. Il a réappris à gérer seul les tâches du quotidien, même si son côté gauche restait paralysé, limitant sévèrement ses mouvements. Dans son parcours de guérison, il s'est tourné vers la recherche médicale, espérant que les avancées scientifiques pourraient un jour améliorer son état. Volontaire pour des essais cliniques, il s'est aussi investi dans l'écriture d'un livre. Et malgré les ombres qui planent toujours sur son existence, Chris a trouvé un peu de lumière. Il partage désormais sa vie avec Michelle, sa nouvelle compagne. Mais tout n'est pas parfait. Sa relation avec sa fille est rare, la distance rendant les visites difficiles. Les enfants de Leslie, eux, vivent avec leur père, qui s'efforce de leur offrir une stabilité malgré l'absence de leur mère. Cette affaire, aussi tragique qu'injuste, a marqué tous ceux qui y ont été impliqués. Une histoire de jalousie, de perte et de résilience, qui rappelle à quel point les émotions humaines peuvent être destructrices. Et vous, que pensez-vous de ce drame? Laissez vos impressions dans les commentaires, je serai ravi de vous lire. À bientôt pour une nouvelle enquête, toujours plus captivante et pleine de vérité à dévoiler.